Sors d'ici et n'y remets plus jamais les pieds, a hurlé mon père. Ils m'ont jeté dehors parce que j'ai abandonné mes études de droit. Ils ne savaient pas que je valais 30 millions de dollars. Le lendemain, j'ai emménagé dans mon manoir de Malibu. 3 semaines plus tard, je m'appelle Stephanie Blackwood, j'ai 29 ans. Et il y a 3 ans, mon père m'a crié de quitter sa maison et de ne jamais revenir. Avec seulement une valise et 200 dollars en poche, je n'avais nulle part où aller. Aujourd'hui, je sirote mon café sur le balcon de mon manoir de 30 millions de dollars à Malibu, en regardant le soleil se lever sur l'océan Pacifique. Le chemin de cette porte à ce balcon n'a pas été facile, mais il a tout changé. Avant de vous expliquer comment je suis passé de sans-abri à propriétaire d'un paradis en bord de mer, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour me rejoindre dans ce voyage de transformation de la douleur en pouvoir. J'ai grandi dans un quartier de classe moyenne à Denver, dans le Colorado. Notre maison n'avait rien de spécial, 4 chambres, un revêtement bleu délavé et une cour juste assez grande pour une balançoire. Mais pour mon père, Frank Blackwood, cette maison représentait un échec. Il avait toujours rêvé plus grand, parlé plus fort et blâmé tout le monde quand la réalité ne correspondait pas à ses attentes. Papa travaillait comme directeur des ventes pour une entreprise manufacturière. Il n'était pas mauvais dans son travail, mais il n'était pas exceptionnel non plus. Cette médiocrité l'aidait quotidiennement, le transformant en une cocotte minute de ressentiment qui finirait par exploser sur quiconque se trouvait à proximité, généralement moi. Il rentrait à la maison, desserrait sa cravate et trouvait immédiatement quelque chose à critiquer. La maison n'était pas assez propre. Le dîner n'était pas prêt à temps. Mes notes n'étaient pas assez parfaites. Stéphanie, disait-il, examinant mon bulletin scolaire avec un 98% à un test de calcul, que s'est-il passé avec les 2 autres points? Peu importe que j'ai obtenu le meilleur score de la classe. Dans la maison de Frank Blackwood, l'excellence était l'attente minimale. Ma mère, Grace, était belle d'une manière discrète et tranquille. Elle avait des yeux marrons chaleureux qui se plissaient au coin quand elle souriait, ce qui devenait de plus en plus rare au fil des ans. Maman avait été professeure d'art avant d'épouser papa, mais il l'avait convaincue de démissionner à la naissance de mon frère, Jason. Une femme Blackwood ne travaille pas, déclarait-il, comme s'il lui accordait un grand honneur. J'ai vu au fil des ans son esprit artistique s'étioler lentement sous son contrôle. Elle nous aimait farouchement mais silencieusement. Quand papa se mettait en colère, elle attendait qu'il s'éloigne en tempêtant, puis se faufilait dans nos chambres avec une douce caresse et des encouragements chuchotés. « Ça va passer, disait-elle. » Mais nous savions tous les deux que ce n'était jamais vraiment le cas. Elle était le tampon entre sa colère et nous, absorbant le pire elle-même. Avec le recul, j'ai réalisé qu'elle était piégée à sa manière, financièrement dépendante et émotionnellement manipulée pour croire qu'elle ne pouvait pas survivre sans lui. Ensuite, il y avait mon frère, Jason, de 2 ans mon aîné, et l'enfant chéri. Il jouait au football, obtenait des notes correctes et, surtout, vénérait notre père. Il a suivi le modèle de papa sans poser de questions, diplôme en commerce, emploi en entreprise, mariage avec sa petite amie de l'université, Heather, avant même qu'ils aient compris qui ils étaient en tant qu'individus. Papa rayonnait de fierté à chaque chose que Jason faisait tout en trouvant des défauts à tout ce que je poursuivais. J'ai découvert les ordinateurs quand j'avais 12 ans. Ma grand-mère, Lilian, la mère de maman, et la seule personne qui s'est jamais opposée à mon père, m'a offert un ordinateur portable remis à neuf pour mon anniversaire. Papa était furieux, le qualifiant de distraction des vraies études. Mais grand-maman Lilian a tenu bon. La fille a sa propre tête, Frank, dit-elle lors d'une de leurs impasses tendues dans notre salon, et Dieu merci. Cet ordinateur est devenu mon échappatoire. Alors que d'autres enfants de mon âge étaient au centre commercial ou regardaient la télévision, je m'apprenais à coder. J'ai commencé avec du simple HTML, en construisant des sites web de base sur des choses que j'aimais, l'astronomie, les romans policiers, même une page de fans pour mon groupe préféré. Ensuite, je suis passé à JavaScript, Python, et finalement au développement d'applications. La logique du codage avait un sens pour moi d'une manière dont les émotions humaines n'en avaient souvent pas. Il y avait une clarté à cela. Soit votre code fonctionnait, soit il ne fonctionnait pas. Pas de jeu d'esprit, pas d'attente changeante. L'école était facile pour moi. J'ai maintenu une moyenne pondérée de 4,0 sans trop d'efforts, ce qui, d'une manière ou d'une autre, rendait mes réalisations moins intéressantes aux yeux de mon père. Le talent naturel sans travail acharné est un potentiel gaspillé, prêchait-il,
complètement aveugle aux heures que je passais penché sur mon ordinateur portable à apprendre des compétences qui finiraient par me rapporter des millions. Mon 16e anniversaire reste particulièrement douloureux. Je venais de terminer ma première vraie application, un outil simple qui aidait à organiser les notes d'études et générer automatiquement des flashcards à partir de celles-ci. C'était un outil révolutionnaire, construit à partir de zéro, et quelques centaines d'étudiants de mon lycée l'utilisaient déjà. J'étais rempli de fierté quand je l'ai montré à ma famille au dîner. C'est gentil, chérie, dit maman, sincèrement impressionnée, même si elle ne comprenait pas complètement l'accomplissement technique. Jason y jeta un coup d'œil pendant 2 secondes. Cool, je suppose. Papa leva à peine les yeux en coupant son steak. Est-ce la raison pour laquelle ta note de chimie AP a chuté à 1 A-? Avant que je puisse répondre, la sonnette retentit. C'était une livraison spéciale. Le trophée régional de football de Jason était arrivé. Papa se leva immédiatement de la table, oubliant mon application, alors qu'il s'extasiait devant le trophée, prenant des photos de Jason le tenant, appelant des proches pour se vanter. Mon gâteau d'anniversaire est resté intact jusqu'à près de minuit. Cette nuit-là, je me suis fait une promesse silencieuse alors que j'étais allongé dans mon lit, les larmes séchées sur mon oreiller. Un jour, je construirai quelque chose de si réussi que même Frank Blackwood ne pourrait pas le rejeter. Je prouverai ma valeur, non seulement à lui, mais à moi-même. J'ai travaillé à temps partiel tout au long du lycée, babysitting, tutorat d'enfants plus jeunes en mathématiques et en sciences, même construction de sites web pour les petites entreprises locales. Chaque dollar a été versé sur mon compte d'épargne, mon fonds d'évasion, comme je l'appelais en privé. Je savais que l'université serait mon billet de sortie. Et bien que papa ait mis en place des fonds universitaires pour Jason et moi, je ne voulais pas dépendre de son argent. L'argent dans notre maison était toujours assorti de conditions. Grand-maman Lilian est décédée pendant ma dernière année de lycée. Elle m'a laissé 10 000 $ avec une note qui disait « Construis quelque chose de merveilleux, Stéphanie, et ne laisse jamais personne te couper les ailes. » Mon père a suggéré que je les investisse dans un CD ou que je les utilise pour des dépenses universitaires pratiques. Au lieu de cela, je les ai gardés intacts dans un compte séparé, un capital de démarrage pour mes futurs rêves qui prenaient encore forme. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires en tant que major de promotion, j'avais près de 20 000 $ d'économie, mon héritage de grand-maman et tout ce que j'avais gagné moi-même. J'avais un pied dehors, prêt à commencer le prochain chapitre, loin des attentes écrasantes et de l'amour conditionnel de Frank Blackwood. Ce que je ne savais pas alors, c'est à quel point cette porte finirait par se refermer derrière moi. Lorsque ma lettre d'acceptation de l'UCLA est arrivée, offrant une bourse importante en informatique, j'ai eu l'impression de pouvoir enfin respirer. Los Angeles était à plus de 1000 km de Denver, assez loin pour que je puisse créer ma propre identité loin de l'ombre de mon père. Papa, comme on pouvait s'y attendre, a été déçu de mon choix. L'informatique, a-t-il raillé en agitant la lettre d'acceptation comme s'il s'agissait d'un PV de stationnement. Les Blackwood sont des chefs d'entreprise, pas du support technique. Northwestern t'a accepté pour le commerce. C'est là que tu devrais aller. Je ne veux pas étudier le commerce, répondis-je, puisant mon courage quelque part au fond de moi. Je veux construire des choses. Son visage s'est durci en ce masque familier de désapprobation. Tu fais une erreur. Mais c'est ton avenir que tu ruines, pas le mien. Ces mots m'ont suivi en Californie, un compagnon indésirable de mon nouveau départ. Malgré la bourse substantielle, l'université restait chère. Mes économies m'ont aidé, mais je devais travailler pendant mon séjour à l'UCLA pour joindre les deux bouts. J'ai pris un emploi au service d'assistance informatique du campus et j'ai accepté des projets de conception web indépendants chaque fois que je le pouvais. L'emploi du temps était brutal, court toute la journée, travail jusqu'à tard dans la soirée, puis études et projets de codage jusqu'aux premières heures du matin. Ma colocataire de première année, Tara Mitchell, est rapidement devenue ma meilleure amie. Elle étudiait le marketing digital et avait une personnalité vibrante qui équilibrait ma nature plus analytique. Tara a grandi à San Francisco avec des parents qui possédaient une chaîne de restaurants prospères. Contrairement à moi, elle bénéficiait d'un soutien familial indéfectible, tant émotionnel que financier. « Ton père a dit quoi ?» s'est-elle exclamée un soir après que je lui ai raconté un appel téléphonique particulièrement décourageant à la maison. « Ce n'est pas de l'amour dur, Steph. C'est juste être un crétin. » Entendre quelqu'un d'autre dénoncer le comportement de mon père était étrangement valorisant. À Denver, tout le monde pensait que Frank Blackwood était un pilier de la communauté, prospère, charitable, impliqué dans la politique locale.
Personne ne voyait ce qui se passait à huis clos. En deuxième année, Tara et moi étions inséparables. Nous avons déménagé hors du campus dans un petit appartement avec des meubles dépareillés et une plomberie douteuse, mais il était à nous. Un soir, autour de 20 bons marchés et de plats chinois à emporter, nous avons éclos l'idée de notre première entreprise, une application qui aiderait les étudiants à trouver des offres de dernière minute dans les restaurants locaux. Pense Y, dit Tara, en gesticulant avec ses baguettes. Les restaurants ont des soirées creuses et des surplus de nourriture. Les étudiants sont toujours fauchés et affamés. Nous les connectons. Food s'avère, suggérais-je, le concept prenant déjà forme dans mon esprit. Nous pourrions utiliser la géolocalisation pour afficher les offres à proximité, et les restaurants pourraient publier en temps réel quand ils ont besoin de se débarrasser de leur stock. Pendant les 6 mois suivants, nous avons consacré chaque minute de libre au développement de Food s'avère. Je me suis occupé de la partie technique, en codant entre les cours et pendant les périodes creuses au travail. Tara a établi des relations avec les propriétaires de restaurants locaux, les convainquant d'essayer notre plateforme une fois qu'elle serait lancée. Nous étions alimentés par des nouilles ramen, de la caféine et la croyance enivrante que nous construisions quelque chose qui comptait. Pendant les vacances de Thanksgiving de ma 3e année, j'ai pris l'avion pour Denver avec un prototype fonctionnel de Food s'avère pour le montrer à ma famille. J'avais répété mon argumentaire pendant tout le vol, imaginant, naïvement, que mon père pourrait enfin voir mon potentiel. Le dîner a commencé assez agréablement. Maman avait préparé tous les plats traditionnels, et même Jason semblait de bonne humeur, partageant des histoires sur son nouveau travail dans une société d'investissement. Quand la conversation s'est ralentie, j'ai sorti mon téléphone. J'ai travaillé sur quelque chose que j'aimerais vous montrer à tous, dis-je en ouvrant la version bêta de Food s'avère. C'est une application qui connecte les restaurants avec des stocks excédentaires à des consommateurs soucieux de leur budget. Maman s'est penchée en avant avec intérêt. Ça a l'air ingénieux, chérie. Je leur ai expliqué l'interface utilisateur, expliquant comment les entreprises et les clients en bénéficieraient. Jason a posé quelques questions superficielles sur le modèle commercial, puis mon père s'est raclé la gorge. Donc, c'est une application de coupons glorifiés, dit-il catégoriquement. C'est plus que ça, commençai-je à expliquer. Il s'agit de réduire le gaspillage alimentaire. Stéphanie, interrompit-il, sais-tu combien d'applications sont lancées chaque jour? Des milliers, et la plupart échouent en quelques mois. C'est exactement pourquoi je voulais que tu fasses des études de commerce. Tu n'as aucune compréhension des réalités du marché. J'ai senti mon visage rougir de honte. Nous avons déjà inscrit 20 restaurants près du campus pour le projet pilote. De petits restaurants en faillite, désespérés d'avoir des clients, rétorqua-t-il. Franck, intervint doucement ma mère, je pense que ça a l'air prometteur. Il l'ignora. Quand ce petit projet échouera inévitablement, peut-être que tu prendras enfin ton avenir au sérieux. Je n'ai pas touché à ma tarte à la citrouille ce soir-là. Le lendemain matin, j'ai changé mon vol et je suis retourné en Californie plus tôt, jurant de ne plus partager mes efforts entrepreneuriaux avec ma famille avant d'avoir un succès indéniable à rapporter. De retour à l'UCLA, je me suis plongé dans mes études avec une détermination renouvelée. Un professeur dans mon cours d'algorithmes avancés, le Dr Eden, a remarqué mon travail et m'a invité à rejoindre un petit groupe de recherche qu'il dirigeait. Le Dr Eden était tout ce que mon père n'était pas, encourageant, constructif dans ses critiques et sincèrement intéressé à aider ses étudiants à réussir. Tu as un don, Stéphanie, me dit-il après que j'ai présenté une solution particulièrement innovante à un défi de programmation complexe, mais plus important encore, tu as du cran. Cette combinaison te mènera loin. Sous sa direction, j'ai prospéré académiquement. Il m'a également mis en contact avec une opportunité de stage chez Tech Forward, une start-up en pleine ascension qui développe des solutions de sécurité pour les entreprises clientes. Le stage n'était pas rémunéré, ce qui signifiait travailler encore plus d'heures dans mes emplois rémunérés, mais l'expérience et les contacts se sont avérés inestimables. Pendant ce temps, Food s'avère a été lancé officiellement, mais a eu du mal à gagner du terrain. Malgré les efforts de marketing de Tara, nous n'avons pas pu atteindre la masse critique d'utilisateurs nécessaire pour rendre la plateforme viable. Après 4 mois, nous avons pris la difficile décision de l'arrêter. Je suis désolé, dis-je à Tara la nuit où nous avons officiellement débranché. J'ai l'impression de nous avoir fait échouer. Elle a rempli nos verres de vin et a levé le sien pour trinquer. À l'échec qui fait avancer. Nous avons appris plus de ça que n'importe quel cours, et la prochaine fois, nous serons plus intelligentes. Sa résilience était contagieuse, et au lieu de me sentir vaincu,
j'ai commencé à cataloguer mentalement les leçons que nous avions apprises, nous avions créé des fonctionnalités dont les utilisateurs n'avaient pas besoin, notre processus d'intégration était trop compliqué, nous n'avions pas tenu compte des limitations techniques du personnel des restaurants. Chaque erreur était un point de données pour le succès futur. Ma dernière année est arrivée rapidement. J'ai obtenu mon diplôme avec les plus grands honneurs en informatique avec une mineure en administration des affaires, une petite concession à l'insistance de mon père sur une éducation pratique. Le docteur Eden m'a aidé à obtenir plusieurs entretiens d'embauche prometteurs, et j'avais des offres de 3 entreprises technologiques avant le jour de la remise des diplômes. Ma mère a pris l'avion pour la cérémonie. Mon père et Jason n'ont pas pu venir, ou plutôt, ont choisi de ne pas venir. Papa a prétendu avoir une importante conférence d'affaires, bien que les médias sociaux aient révélé plus tard qu'il avait joué au golf ce week-end-là. Son absence m'a blessé, mais ne m'a plus surprise. Il est fier de toi, a insisté maman alors que nous partagions un dîner de célébration après. Il ne sait juste pas comment le montrer. J'ai hoché la tête, ne voulant pas discuter, mais j'avais cessé de croire à ce conte de fées particulier il y a longtemps. La récession a frappé peu après l'obtention de mon diplôme. 2 de mes offres d'emploi ont été annulées alors que les entreprises mettaient en œuvre des gels d'embauche. La 3e offrait un salaire considérablement réduit qui ne couvrirait pas les frais de subsistance à Los Angeles. Avec mes économies qui diminuaient et mes prêts étudiants qui se profilaient, j'ai pris la difficile décision de retourner temporairement à Denver pour me regrouper. Ce n'est que pour quelques mois, ai-je assuré Tara en nous embrassant pour dire au revoir. Juste jusqu'à ce que l'économie se stabilise. Promets-moi que tu ne laisseras pas ton père briser ton esprit, répondit-elle, sachant exactement dans quoi je retournais. Promis. Cette fois, je vais de l'avant à mes conditions. Je n'aurais pas pu savoir alors à quel point ces conditions changeraient radicalement, ou que ma prochaine sortie de la maison de mon père serait permanente. Retourner dans ma chambre d'enfant à 22 ans me semblait être un échec, malgré les réalités économiques qui le rendaient nécessaire. J'ai pris un emploi dans une entreprise technologique locale plusieurs échelons en dessous des postes qui m'avaient été proposés avant la récession, mais cela payait les factures et gardait mes compétences affûtées. Chaque soir après le travail, j'ai continué à développer mes propres projets, déterminé à ce que ce revers soit temporaire. Papa a mis en œuvre des règles de la maison quelques jours après mon retour, couvre-feu, tâches ménagères, dîner de famille obligatoire. C'était comme s'il essayait de ramener notre relation à quand j'avais 16 ans, effaçant mon diplôme universitaire et mon statut d'adulte. Je me suis mordu la langue et j'ai obéi, me rappelant que chaque dollar économisé signifiait que la liberté arriverait plus tôt. La tension s'est accumulée lentement au fil des mois. Papa faisait des remarques subtiles sur mes choix de carrière pendant le dîner. Je répondais avec des faits calmes sur le potentiel de croissance de l'industrie technologique. Maman changeait anxieusement de sujet. Jason, qui nous rendait visite régulièrement avec sa femme, Heather, souriait silencieusement à la dynamique familière. La technologie est une bulle, déclara papa un dimanche soir au dîner. Toutes ces entreprises d'applications avec des valorisations de milliards de dollars et pas un sou de profit. Ce n'est pas viable. En fait, rétorquai-je, incapable de m'en empêcher, la technologie a montré la reprise la plus forte après la récession. L'entreprise pour laquelle je travaille vient de publier des bénéfices trimestriels records. Il agita la main avec dédain. Tu réponds aux appels de support. Ce n'est guère à la pointe du progrès. Pour l'instant, dis-je, je développe également ma propre application de sécurité. J'ai des réunions avec 2 investisseurs potentiels le mois prochain. Ses sourcils se levèrent légèrement, la chose qui se rapprochait le plus de montrer de l'intérêt pour mon travail. Quel genre d'application de sécurité ? Pendant un moment, j'ai senti une étincelle d'espoir. Peut-être que cette fois serait différente. J'ai expliqué mon concept, un système de cryptage convivial pour les petites entreprises qui ne pouvaient pas se permettre des solutions de sécurité de niveau entreprise mais qui traitaient des données sensibles de leurs clients. Ça a l'air compliqué, dit-il finalement. La plupart des propriétaires de petites entreprises peuvent à peine utiliser le courrier électronique. Ils ne comprendront pas la valeur. C'est exactement le problème que je résous, insistai-je, rendre la sécurité avancée accessible aux utilisateurs non techniques. Il secoua la tête. Tu dois te concentrer sur l'ascension dans ton emploi actuel. Fais tes preuves là-bas avant de courir après des fantasmes. Je serrai la mâchoire et me tus. La déception familière s'installa dans mon estomac comme une pierre. Le catalyseur, quand il est finalement arrivé, était quelque chose de banal. Un mardi soir de juin, je suis rentré plus tard que d'habitude.
Un bug dans mon application m'avait retenu au bureau jusqu'à 21 heures, et j'ai envoyé un texto à maman pour lui dire que je manquerais le dîner. Quand je suis entré, papa attendait dans son fauteuil comme un juge prêt à prononcer sa sentence. Ta mère a fait attendre le dîner pendant 1 heure, dit-il sans me saluer. J'ai envoyé un texto pour dire que je serais en retard. Il y avait un problème au travail que je devais régler. À ton vrai travail ou à ton entreprise imaginaire? Son ton était tranchant comme un rasoir. J'ai pris une profonde inspiration. Papa, je travaille sur quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait tout changer pour moi. Ce que tu fais, dit-il en se levant, c'est vivre dans un monde fantastique. Tu gaspilles ton éducation et ton potentiel sur des chimères. J'avais déjà entendu tout cela, mais ce soir-là, quelque chose en moi a refusé d'absorber un mot de plus de ces critiques. Mes chimères suscitent déjà l'intérêt d'investisseurs réels. Les gens qui comprennent la technologie voient la valeur de mon travail, même si tu ne le peux pas. Son visage s'est assombri. Fais attention à ton ton, jeune femme. Tant que tu vis sous mon toit, tu suis mes règles. Je sais, et je les fais. Mais cela ne te donne pas le droit de rejeter tout ce qui me passionne. Passionné, Raya Teil. La passion ne paie pas les factures. Les choix de carrière pratiques le font. Ton frère l'a compris. Il est déjà envisagé pour un poste de direction alors que tu joues encore avec des ordinateurs. Je ne joue avec rien. Je construis une entreprise. Et me comparer à Jason ne fonctionne plus. Nous sommes des personnes différentes avec des compétences différentes. Maman est apparue dans l'embrasure de la porte, l'anxiété se lisant sur son visage. Le dîner est au four. Si tu as faim, Stéphanie. Le problème, continua papa, comme si elle n'avait pas parlé, c'est que tu as toujours pensé être trop intelligente pour écouter les conseils. Ta grand-mère t'a rempli la tête de sottises sur la poursuite de tes rêves. Et regarde où cela t'a mené, de retour dans ta chambre d'enfant à 22 ans. La mention de grand-maman Lilian a allumé quelque chose de féroce en moi. Ne la mêle pas à ça. Au moins, elle croyait en moi, et toi pas. Qui a payé ton éducation? Qui a mis un toit au-dessus de ta tête? Qui t'a soutenu toute ta vie? Soutenu? Je ris incrédule. Tu as critiqué chaque choix que j'ai jamais fait. Rien de ce que je fais n'est jamais assez bien pour toi parce que tu fais constamment de mauvais choix. Sa voix s'éleva. Tu as choisi le mauvais diplôme, la mauvaise voie de carrière, et maintenant tu perds ton temps sur une idée d'entreprise qui ne réussira jamais. Jason et Heather étaient arrivés pour une visite impromptue pendant notre dispute, se tenant maladroitement dans le couloir. Peut-être devrions-nous revenir à un autre moment, suggéra Jason. Non, restez, dit papa. Peut-être que ta sœur pourrait apprendre quelque chose de ton exemple. C'était la dernière allumette à l'essence. Je n'ai pas besoin d'apprendre de l'exemple de Jason. Je ne suis pas Jason. Je ne suis pas toi. Et j'en ai fini d'essayer de répondre à tes normes impossibles. Le visage de papa se tordit de colère. Si tu es si confiante en tes capacités, il est peut-être temps que tu te tiennes complètement sur tes 2 pieds. Plus de filets de sécurité. Franck, intervint maman. Calmons-nous tous. Il l'ignora. Je t'ai porté assez longtemps. Tu penses mieux savoir que tout le monde. Prouve-le. Je le ferai, dis-je, ma voix étonnamment stable malgré l'adrénaline qui me traversait. Pas sous mon toit. Tu ne le feras pas. Ces mots vinrent lentement, délibérément. Sors d'ici et n'y remets plus jamais les pieds. Tu n'es pas ma fille. La pièce devint silencieuse. La main de maman vola à sa bouche, les yeux grands ouverts de choc. Jason regarda ses pieds. Heather, à son honneur, avait l'air horrifié. Franck, tu ne penses pas ça, murmura maman. Si, dit-il, ne me quittant jamais des yeux. Elle veut l'indépendance. Elle l'a. Une pause, ce soir. Je suis resté parfaitement immobile, absorbant tout l'impact de ces mots. La douleur était époustouflante, une douleur physique rayonnant de ma poitrine. Mais sous la douleur se trouvait quelque chose d'inattendu, le soulagement. La prétention était terminée. L'amour conditionnel avait enfin montré son vrai visage. Très bien, dis-je doucement. Je vais faire mes valises. Stéphanie, implora maman, les larmes coulant sur son visage. Franck, arrête ça tout de suite. Mais il était trop tard. Quelque chose s'était brisé entre nous qui ne pouvait pas être réparé avec des excuses ou du temps.
Je suis monté dans ma chambre, j'ai sorti ma plus grande valise et j'ai commencé à emballer méthodiquement les essentiels, vêtements, articles de toilette, mon ordinateur portable et mon équipement, documents importants. Le reste, souvenirs d'enfance, livres, vieilles photos, devrait rester derrière. Maman est apparue dans l'embrasure de ma porte, frénétique. Ne t'en va pas. Il va se calmer. Il le fait toujours. J'ai fermé la valise à glissière. Il ne s'agit pas de sa colère, maman. Il s'agit de moi acceptant enfin que rien de ce que je fais ne sera jamais suffisant pour lui. Et je ne peux plus vivre comme ça. Où vas-tu aller ? Demanda-t-elle d'une petite voix. Je vais me débrouiller. Je l'ai serré fort dans mes bras, mémorisant l'odeur de son parfum. Je vais bien. Je te le promets. Jason se tenait maladroitement dans le couloir alors que je traînais ma valise en bas. C'est fou, dit-il. Excuse-toi et attends jusqu'à demain. J'ai secoué la tête. Il n'y a rien à excuser. Papa était assis dans son fauteuil, faisant semblant de lire le journal. Il n'a pas levé les yeux quand je suis passé devant. Son silence était la confirmation finale que son ultimatum n'était pas une rage momentanée, mais une rupture délibérée. À la porte, je me suis retourné une dernière fois. Maman, je t'appelle bientôt. Papa, j'ai fait une pause, cherchant des mots d'adieu qui ne me entraient pas plus tard. N'en trouvant aucun, j'ai simplement dit au revoir. La porte s'est refermée derrière moi avec un déclic définitif. Je me suis tenu sur le porche de ma maison d'enfance, une valise contenant tous mes biens terrestres, $230 sur mon compte courant et aucune idée de l'endroit où je dormirais cette nuit-là. Je suis arrivé à ma voiture avant que les larmes ne coulent. Cherchant à tâtons les clés, j'ai finalement réussi à démarrer le moteur, seulement pour entendre un bruit de grincement inquiétant. Le témoin de vérification du moteur que j'ignorais depuis des semaines brillait de façon inquiétante sur le tableau de bord. J'ai réussi à rouler 6 pâtés de maison avant que la voiture ne tremble et ne s'arrête complètement. Assise dans ma voiture morte dans une rue qui s'assombrissait, j'ai ri à travers mes larmes devant la tempête parfaite de désastre qu'était devenue ma vie. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé la seule personne dont je savais qu'elle répondrait. Tara, c'est Stéphanie. J'ai besoin d'aide. Les premières nuits après avoir été mises à la porte restent floues dans ma mémoire. Tara m'a immédiatement envoyé de l'argent pour un billet d'avion pour Los Angeles, mais avec ma voiture en panne, j'ai dû passer la première nuit dans un motel bon marché près de l'aéroport de Denver. Je me souviens d'être assise sur le bord du matelas affaissé sous la lumière fluorescente crue, faisant l'inventaire de ma nouvelle réalité. J'avais mon ordinateur portable, fermé depuis environ une semaine, mes documents professionnels, et, après l'achat du billet d'avion, un peu plus de $100 en poche. Ma voiture était toujours abandonnée à 6 pâtés de maison de la maison de mes parents. Valait-il la peine de la réparer ? Mon bail d'appartement à Los Angeles avait expiré depuis longtemps. J'avais des prêts étudiants qui arrivaient à échéance et aucune adresse permanente. L'ampleur de recommencer complètement à 22 ans était accablante. Je me suis accordé exactement 1 heure de panique et de larmes cette nuit-là. Puis je me suis lavé le visage, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des plans. Au moment où j'ai atterri à Los Angeles le lendemain, j'avais envoyé 15 demandes d'emploi, envoyé un courriel au Dr Eden concernant des opportunités potentielles et recherché les options de logement à court terme les moins chères de la ville. Tara m'attendait à l'aéroport, m'enveloppant dans une étreinte avant même que je puisse poser ma valise. Tu restes chez moi jusqu'à ce que tu trouves une solution, insista-t-elle alors que nous conduisions jusqu'à son appartement. Pas de discussion. Le studio de Tara était à peine assez grand pour une personne, encore moins 2, mais nous nous sommes débrouillés. J'ai dormi sur un matelas gonflable qui se dégonflait lentement tout au long de la nuit, nécessitant un regonflage chaque soir. J'ai gardé mes affaires soigneusement rangées dans ma valise, essayant de minimiser mon empreinte dans son espace. Malgré sa générosité, j'étais déterminé à ne pas devenir un fardeau. Je ne resterai pas longtemps, promis-je lors de ma 3e nuit là-bas, juste jusqu'à ma première paie. Tais-toi et mange tes ramen, répondit-elle affectueusement. Mikasa et Sukasa, surtout quand ton père est un crétin de classe mondiale. La fierté me donnait envie de téléphoner à la maison pour leur montrer que j'allais bien sans leur aide. La réalité m'a empêché de passer cet appel. Je n'allais pas bien. J'étais à une occasion manquée de me retrouver réellement sans abri. Et cette connaissance m'a tenu éveillé longtemps après que Tara se soit endormie chaque nuit. Une semaine après mon arrivée à Los Angeles, j'ai reçu un courriel du Dr Eden qui a tout changé.
Son ancien collègue avait besoin d'un développeur junior dans une entreprise de cybersécurité, et il m'avait recommandé. Le salaire était modeste, mais suffisant pour vivre, et plus important encore, il était exactement dans le domaine où je voulais construire ma carrière. Ils ont besoin de quelqu'un qui peut commencer immédiatement, expliqua le docteur Eden quand je l'ai appelé. L'entrevue n'est qu'une formalité. L'emploi est à toi si tu le veux. J'ai commencé le lundi suivant. L'entreprise, Securing Solutions, était petite mais en croissance, avec une liste de clients qui comprenait plusieurs entreprises du Fortune 500. Mon rôle consistait à déboguer les protocoles de sécurité existants et à aider au développement de nouvelles fonctionnalités. Le travail était stimulant et exactement le genre d'expérience dont j'avais besoin. Avec ma première paie, j'ai trouvé l'option de logement la moins chère possible, un appartement d'une chambre partagée avec 3 autres jeunes professionnels dans une partie moins prisée de la ville. Mélissa était assistante juridique, Brandy entraîneuse personnelle et Dana directrice de restaurant. Aucun d'entre nous ne vivait le scénario de nos rêves, mais nous nous sommes débrouillés, établissant des horaires de nettoyage et des heures de silence, partageant des articles communs comme le papier hygiénique et le savon à vaisselle pour économiser de l'argent. Ma chambre était à peine plus grande qu'un placard, ne contenant qu'un matelas simple sur le sol et un petit bureau que j'avais trouvé dans la rue et remis à neuf. Mais elle était à moi, payée avec mon propre argent, sans condition ni critique. La première nuit dans cette petite pièce, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des années. J'ai établi un budget impitoyable. Chaque dépense inutile a été éliminée. Je préparais des plats simples le dimanche, j'apportais mon déjeuner au travail tous les jours et je refusais les happy hours et les dîners au restaurant. La moitié de chaque paie était consacrée aux frais de subsistance, un quart au remboursement des prêts étudiants et le quart restant à l'épargne, mon nouveau fonds de démarrage. Les nuits et les week-ends appartenaient à mon propre projet. L'application de sécurité que j'avais commencé à développer avant d'être mise à la porte prenait forme pour devenir quelque chose avec un réel potentiel. Je l'ai appelé ShieldKey, une interface simple cachant une technologie de cryptage sophistiquée qui permettrait aux petites entreprises de protéger les données de leurs clients sans avoir besoin d'un service informatique. 6 mois après le début de cette nouvelle vie, j'ai assisté à une rencontre technologique axée sur les innovations en matière de cybersécurité. L'événement s'est tenu dans un espace de coworking du centre-ville, offrant des pizzas gratuites et des opportunités de réseautage. J'ai failli ne pas y aller. J'étais épuisé par une semaine particulièrement difficile au travail, mais Tara a insisté. Tu dois parler à de vrais humains de temps en temps, dit-elle en me poussant pratiquement hors de la porte, en plus, c'est dîner gratuit. La pizza était médiocre, mais les contacts étaient inestimables, en particulier Adrien Wright, un concepteur d'expérience utilisateur qui a posé des questions réfléchies lors de ma discussion informelle sur ShieldKey avec un petit groupe de participants. La technologie semble solide, dit-il alors que nous continuions notre conversation autour de soda tiède après, mais votre interface a besoin de travail si vous voulez que les utilisateurs non techniques l'adoptent. Plutôt que de me sentir critiqué, j'étais intrigué. Que suggérerais-tu ? Adrien sortit sa tablette et esquissa rapidement une version simplifiée de mon interface actuelle. Quelque chose comme ça. Moins d'options visibles au départ. Divulgation progressive des fonctionnalités au fur et à mesure que les utilisateurs en ont besoin. En regardant son design, j'ai immédiatement vu à quel point il était plus clair que mon approche centrée sur le développeur. C'est en fait brillant. Il sourit. Les gens de la sécurité se concentrent d'abord sur la fonctionnalité, ce qui est logique, mais les utilisateurs se concentrent sur la convivialité. Combinez les deux, et vous avez quelque chose de spécial. Nous avons échangé nos coordonnées et, au cours des semaines suivantes, nous nous sommes rencontrés plusieurs fois pour discuter de ShieldKey. L'expertise d'Adrien en matière d'expérience utilisateur complétait parfaitement mes connaissances techniques. Il comprenait comment rendre la technologie complexe accessible, exactement ce dont mon marché cible de propriétaires de petites entreprises avait besoin. Nous devrions nous associer sur ce projet, ai-je suggéré un soir alors que nous travaillions dans un café près de mon appartement. Tes compétences en UX plus mon expertise en sécurité. Partage à 50-50. Adrien y réfléchit pendant 5 secondes. Je suis partant. Mais nous avons besoin de financement pour faire ça correctement. La recherche d'investisseurs est devenue notre mission commune. Nous avons affiné notre plan d'affaires, créé un argumentaire percutant et pratiqué notre présentation jusqu'à ce que nous puissions la réciter dans notre sommeil. Puis nous avons commencé à contacter tous ceux qui pourraient être intéressés, investisseurs providentiels, petites sociétés de capital risque, incubateurs d'entreprises. Les rejets se sont accumulés rapidement.
Trop précoce, marché trop niche, revenez quand vous aurez des utilisateurs. Chaque nom était décourageant, mais nous avons continué à affiner notre approche, apprenant des questions et des préoccupations soulevées lors de chaque réunion. Notre percée est survenue 9 mois après que mon père m'ait mise à la porte. Un petit investisseur providentiel nommé Patricia Lawson, spécialisé dans les startups de cybersécurité, a accepté de nous rencontrer. Patricia avait construit et vendu 2 entreprises de sécurité prospères et comprenait à la fois les défis techniques et les opportunités de marché de ce que nous proposions. La plupart des produits de sécurité sont conçus pour les entreprises dotées d'équipes informatiques dédiées, a-t-elle déclaré lors de notre réunion. Les petites entreprises sont laissées vulnérables parce que les solutions existantes sont trop complexes et coûteuses. Vous comblez une véritable lacune. Après 3 réunions de suivi et une diligence raisonnable approfondie, Patricia nous a offert $150 000 de financement de démarrage en échange d'une participation de 15% dans les capitaux propres. Ce n'était pas une fortune, mais c'était suffisant pour transformer Shilky d'un projet parallèle en une véritable entreprise. Le soir après avoir signé l'accord d'investissement, je me suis assise sur le sol de ma petite chambre, le dos contre le mur, submergée par le chemin parcouru en moins d'1 an, de sans-abri à fondatrice financée, de fille rejetée à entrepreneur émergente. J'ai appelé ma mère pour la première fois depuis mon départ de Denver. Stéphanie, sa voix était prudente, comme si elle ne pouvait pas tout à fait croire que c'était moi. « Est-ce que tu vas bien ? Où es-tu ? » Je suis à Los Angeles, maman, et je vais plus que bien. Je lui ai parlé de Securing Solutions, de Shilky, de l'investissement. Elle a écouté en silence, faisant occasionnellement de petits bruits de surprise ou d'approbation. C'est merveilleux, chérie, dit-elle quand j'ai terminé. J'ai toujours su que tu ferais quelque chose de spécial. Est-ce que papa est là, demandai-je, détestant le son faible de ma voix. Son hésitation m'a tout dit. Il est toujours en train de digérer les choses. Donne-lui du temps. J'ai ravalé ma déception. Parle-lui de l'investissement si tu veux, ou ne le fais pas. Ça n'a plus d'importance. Mais ça importait. Malgré tout, une partie enfantine de moi voulait toujours son approbation, voulait toujours qu'il dise qu'il avait eu tort à mon sujet. Je n'étais tout simplement plus disposé à sacrifier mon respect de moi-même pour l'obtenir. Le financement étant assuré, Adrien et moi avons fait le saut. Nous avons tous les deux quitté notre emploi pour nous concentrer sur Shilky à plein temps. Nous avons loué un petit bureau dans un espace d'incubateur de start-up, embauché un développeur à temps partiel pour aider à accélérer notre construction et commencer à courtiser nos premiers clients bêta. Les 18 mois suivants ont été les plus intenses de ma vie. Les journées de 16 heures étaient la norme. J'ai déménagé dans un appartement encore moins cher pour étirer notre piste de décollage. J'ai appris le marketing, la comptabilité, les ressources humaines, tous les aspects de l'entreprise que mon père avait prétendu que j'ignorais. Chaque décision, chaque dollar dépensé était examiné de près. La pression était immense, mais contrairement à la pression de mon père, cette pression avait un but. Nous construisions quelque chose de réel. Notre lancement bêta avec 15 petites entreprises s'est étonnamment bien passé. Les commentaires étaient positifs, les utilisateurs louant particulièrement l'interface intuitive qu'Adrien avait conçue. Nous avons corrigé les bugs, amélioré les fonctionnalités et nous sommes préparés à une version plus large. Patricia nous a présenté à son réseau de professionnels de la sécurité et de clients potentiels. Lentement, notre base d'utilisateurs a augmenté. Au bout de 18 mois, nous avions plus de 300 clients payants, toujours petits, mais en croissance constante et générant suffisamment de revenus pour prolonger notre piste de décollage. Puis est venu le moment qui a tout changé. Un blogueur technologique bien connu axé sur les innovations en matière de cybersécurité a examiné Shilky, le qualifiant de la solution de sécurité que les petites entreprises attendaient et de technologies impressionnantes sophistiquées cachées derrière une interface que ma grand-mère pourrait utiliser. L'article a été repris par de plus grandes publications technologiques, et soudain, notre courbe de croissance n'était plus linéaire. Elle était exponentielle. Dans les 2 mois suivant cette revue, nous avions plus de 2000 clients et générions suffisamment de revenus pour embaucher 3 employés supplémentaires. 6 mois plus tard, nous avons atteint 10 000 clients et avons déménagé dans des bureaux plus grands. Adrien et moi ne faisions plus tout nous-mêmes. Nous avions une équipe de 15 personnes passionnées qui nous aidaient à construire notre vision. 1 an après la revue, nous avons atteint un jalon dont je n'avais fait que rêver, $1 million de revenus récurrents annuels. Shilky était passé de start-up en difficulté à entreprise viable, et l'industrie prenait note. La première offre d'acquisition est arrivée un mardi matin.
J'étais au milieu d'une réunion d'équipe quand mon téléphone a vibré avec un courriel du vice-président du développement commercial de Data Fortress, l'une des plus grandes entreprises de sécurité d'entreprise au monde. Il voulait discuter des opportunités stratégiques potentielles. J'ai montré le courriel à Adrien après la réunion, essayant de contenir mon excitation. Ça pourrait n'être rien, n'est-ce pas? Peut-être qu'ils veulent juste s'associer sur quelque chose. Les sourcils d'Adrien se sont levés. Ou ils veulent nous acheter. Data Fortress ne s'associe pas avec des entreprises de notre taille. Ils les acquièrent. La réunion a été prévue pour la semaine suivante à leur siège social à San Francisco. Adrien et moi avons passé chaque moment de libre à nous préparer, à faire des recherches sur leurs acquisitions récentes, à analyser leurs lacunes de produits que Shilkey pourrait combler et à débattre de ce que notre entreprise pourrait valoir pour eux. Les bureaux de Data Fortress étaient tout ce que notre espace de start-up n'était pas, élégant, moderne, avec des baies vitrées offrant des vues panoramiques sur la baie. Nous avons été escortés dans une salle de conférence où 4 cadres en costume parfaitement taillés attendaient. Nous avons suivi Shilkey avec intérêt, a commencé leur vice-président après de brèves présentations. Votre pénétration sur le marché des petites entreprises est impressionnante. Nous avons eu du mal à atteindre ce segment efficacement. Ce qui a suivi a été 2 heures de discussion détaillée sur notre technologie, notre base de clients et notre équipe. Ils ont posé des questions pointues sur nos projections de croissance et notre paysage concurrentiel. Nous avons répondu honnêtement mais stratégiquement, soulignant nos forces sans révéler tous nos plans futurs. Finalement, le PDG s'est joint à nous. Martin Green était connu pour avoir transformé Data Fortress d'une petite entreprise de conseil en sécurité en une société cotée en bourse valant des milliards. Il n'a pas perdu de temps en bavardage. Nous aimerions acquérir Shilkey, a-t-il déclaré clairement. Nous pensons que cela compléterait nos offres d'entreprise et nous donnerait accès à un segment de marché que nous n'avons pas réussi à conquérir. Mon cœur s'est emballé, mais j'ai gardé une expression neutre. Nous ne cherchons pas activement une acquisition. Tout le monde a un prix, a-t-il répondu avec un léger sourire. Le nôtre est de 2 millions de dollars. Il m'a fallu chaque once de maîtrise de soi pour ne pas réagir visiblement. 2 millions de dollars changeraient complètement ma vie. Je pourrais rembourser mes prêts étudiants, acheter une maison, avoir une sécurité financière que je n'avais jamais connue. Mais en regardant l'expression soigneusement vide d'Adrien, je savais que nous pensions la même chose. Ce n'était pas suffisant. Nous apprécions l'intérêt, dis-je prudemment, mais nous pensons que Shilkey a une croissance importante devant elle. 2 millions de dollars ne reflètent pas notre valeur actuelle, encore moins notre potentiel futur. Martin hocha la tête, sans surprise. Pensée Y. L'offre est valable pendant 2 semaines. Sur le vol de retour vers Los Angeles, Adrien et moi avons disséqué chaque instant de la réunion. 2 millions de dollars, c'est insultant, dit-il. Nous générons déjà près d'1 million de dollars de revenus récurrents annuels, avec une croissance de plus de 20% mois après mois. J'étais d'accord. Mais le fait que Data Fortress soit intéressé valide tout ce que nous avons construit. D'autres suivront. Adrien avait raison. Quelques jours après avoir décliné l'offre de Data Fortress, nous avons reçu des demandes de renseignements de 2 autres grandes entreprises de sécurité. Le mot s'était répandu que nous étions en jeu soudain. Shilkey n'était plus seulement une start-up prometteuse, c'était une cible d'acquisition précieuse. Les 6 mois suivants ont été un tourbillon. Nous avons embauché un directeur des revenus expérimenté dans la mise à l'échelle d'entreprises de sécurité. Nous avons agrandi notre équipe d'ingénierie pour accélérer notre feuille de route de produits. Nous avons déménagé à nouveau dans des bureaux qui pouvaient accueillir notre personnel en pleine croissance, qui comptait maintenant 35 personnes. Notre base de clients a dépassé les 25 000, et nos revenus annuels ont atteint 3 millions de dollars. Les analystes de l'industrie ont commencé à mentionner Shilkey comme une force perturbatrice sur le marché de la sécurité des petites entreprises. Nous avons été invités à prendre la parole lors de grandes conférences technologiques. Un important magazine technologique m'a incluse dans sa liste 30 Under 30 des jeunes entrepreneurs prometteurs. La prochaine offre d'acquisition est venue de SecureTech, le plus grand concurrent de Data Fortress. Leur offre initiale était de 8 millions de dollars, une amélioration significative, mais toujours pas le reflet de notre trajectoire de croissance. Après 2 cycles de négociation, ils ont augmenté à 12 millions de dollars. C'était tentant, très tentant, mais notre élan ne faisait qu'augmenter. Notre nouvelle fonctionnalité, le rapport de conformité automatisé pour diverses normes réglementaires, suscitait un intérêt particulier de la part d'entreprises légèrement plus grandes que notre marché cible initial.
Nous ne faisons qu'effleurer la surface de notre potentiel, dis-je à Adrien alors que nous débattions de l'offre autour de plats à emporter tard dans la nuit dans notre bureau. Si nous vendons maintenant, nous nous demanderons toujours ce qui aurait pu être. Il hocha lentement la tête. Donc, nous continuons à construire. Et construire nous l'avons fait. Notre équipe est passée à 50, puis à 70 personnes. Nous avons ouvert un petit bureau à New York pour mieux servir les clients de la côte est. Nos revenus récurrents annuels ont dépassé les 10 millions de dollars, un jalon qui semblait impossible il y a à peine 2 ans. La presse technologique a commencé à publier des portraits de notre entreprise, se concentrant souvent sur mon parcours personnel de diplômée universitaire à fondatrice prospère. J'ai donné des entrevues sélectivement, redirigeant toujours l'attention vers notre produit et notre équipe plutôt que vers mon histoire personnelle. Je n'ai jamais mentionné avoir été mise à la porte par mon père ou les difficultés de ses premiers mois. Cette douleur était encore trop personnelle pour être partagée publiquement. 3 ans après avoir été chassé de ma maison d'enfance, j'ai reçu un courriel qui a tout changé à nouveau. L'objet était simple, discussion sur l'acquisition, PrivacyGuard. PrivacyGuard était le géant incontesté de notre industrie, une entreprise cotée en bourse avec plus de 5 milliards de dollars de revenus annuels et le nom le plus respecté en matière de sécurité des données. Leur PDG voulait me rencontrer personnellement. La réunion a eu lieu à leur siège social dans la Silicon Valley. Contrairement à la réunion de Data Fortress, celle-ci a commencé avec le PDG lui-même, James Wilson, une figure légendaire de la technologie qui avait transformé PrivacyGuard de start-up en chef de file de l'industrie. Je fais rarement ces réunions personnellement, dit-il après que nous nous soyons installés dans son bureau étonnamment modeste, mais j'ai suivi les progrès de Shilky avec intérêt. Vous avez accompli quelque chose de remarquable, rendant la sécurité de niveau entreprise accessible aux entreprises qui auparavant ne pouvaient pas se le permettre ou la gérer. Nous avons passé la première heure à discuter non pas des finances mais de la vision, où nous voyons Shilky évoluer, comment nous pensions à l'avenir de la sécurité pour les petites entreprises, quels défis nous trouvions les plus pressants dans l'industrie. Nos philosophies s'alignent, dit finalement James. Ce qui m'amène à la raison pour laquelle j'ai demandé cette réunion. Nous voulons acquérir Shilky et en faire la division des petites entreprises de PrivacyGuard. Adrien et vous rejoindriez notre équipe de direction, dirigeant cette division avec beaucoup plus de ressources que vous n'en avez actuellement. J'ai jeté un coup d'œil à Adrien avant de demander, que envisagez-vous en termes d'évaluation? James n'a pas hésité. 75 millions de dollars, 60 millions de dollars en espèces, 15 millions de dollars en actions PrivacyGuard avec un calendrier d'acquisition de 3 ans pour vous et Adrien. Le nombre m'a frappé comme une force physique, 75 millions de dollars. Après la dilution des investisseurs et le partage avec Adrien, je repartirai avec plus de 30 millions de dollars. De sans-abri à multimillionnaire en 3 ans. Nous avons besoin de temps pour réfléchir, ai-je réussi à dire, ma voix plus stable que je ne le sentais. Bien sûr. Prenez une semaine, mais sachez que ce n'est pas seulement une question d'argent pour nous. Nous pensons que Shilky comble une lacune cruciale dans notre gamme de produits, et l'expertise de votre équipe serait inestimable alors que nous nous développons sur ce marché. Le vol de retour vers Los Angeles a été calme, Adrien et moi perdus dans nos pensées. L'ampleur de l'offre était difficile à assimiler. Nous avions construit Shilky à partir de rien en quelque chose d'une valeur de 75 millions de dollars. Après des discussions approfondies avec notre conseil d'administration, nos avocats et l'un et l'autre, nous avons décidé d'accepter l'offre de PrivacyGuard. L'acquisition donnerait à notre technologie la portée et les ressources nécessaires pour aider beaucoup plus d'entreprises que nous ne pourrions le faire de manière indépendante. Notre équipe resterait intacte, et Adrien et moi aurions la possibilité de continuer à diriger notre vision, mais avec beaucoup plus de soutien. Le jour où l'acquisition a été conclue, je me suis assise seul dans mon bureau après que tout le monde soit parti pour la fête de célébration. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai regardé ma part du produit, 32 millions de dollars après toutes les déductions, apparaître sur mon compte. Le nombre semblait surréaliste, déconnecté de la réalité. J'ai pensé à la nuit où mon père m'avait dit de sortir et de ne plus revenir, à dormir sur le sol de Tara, à la petite chambre avec le matelas sur le sol, à tous les dîners de ramen et aux événements sociaux manqués pour économiser chaque dollar possible. Puis j'ai appelé un agent immobilier. Je suis intéressé par l'achat d'une maison à Malibu, dis-je. Mon budget est d'environ 30 millions de dollars. 2 semaines plus tard, j'ai signé les papiers d'un manoir moderne en verre et en acier perché sur une falaise surplombant l'océan Pacifique, 5 chambres, 7 salles de bain, une piscine à débordement qui semblait se fondre dans l'horizon et des baies vitrées qui remplissaient chaque pièce de lumière et de vue sur l'océan. Le prix, 28 millions de dollars.
C'était extravagant, peut-être irresponsable, certainement plus de maison que je n'en avais besoin. Mais debout sur le balcon ce premier soir, regardant le coucher de soleil peindre le ciel dans des nuances d'orange et de rose, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années, la paix. J'avais prouvé à mon père qu'il avait tort de la manière la plus définitive possible. J'avais construit quelque chose de précieux. J'avais réussi à mes propres conditions. Et maintenant, j'avais une maison où personne ne pourrait jamais me dire de partir. Le premier mois dans mon manoir de Malibu a été comme vivre dans un rêve. Je me réveillais chaque matin avec la lumière du soleil traversant les baies vitrées, le bleu infini de l'océan Pacifique s'étendant jusqu'à l'horizon. La maison était presque comiquement grande pour une seule personne. Mes pas résonnaient dans des pièces vides remplies de meubles achetés à la hâte qui ressemblaient encore plus à une maison témoin qu'à un espace de vie. J'ai embauché une femme de ménage, un jardinier et un assistant personnel pour gérer les aspects pratiques de ma nouvelle vie. Lorsque la femme de ménage me demandait mes préférences pour différentes pièces, je n'avais souvent aucune réponse. Je n'avais jamais eu le luxe des préférences auparavant, seulement des nécessités et des compromis. Ce que vous pensez être le mieux est devenu ma réponse standard, ce qui la frustrait visiblement. Elle voulait des instructions. Je m'adaptais encore à avoir des choix. La transition d'entrepreneur débrouillarde à dirigeante riche est venue avec des défis inattendus. Chez PrivacyGuard, je dirigeais une division avec 100 employés et un budget substantiel. Les gens se tournaient vers moi pour des décisions affectant des millions de dollars et d'innombrables clients. J'ai géré ces responsabilités avec une confiance née de la construction de Shilky à partir de rien. Mais dans ma vie personnelle, je me sentais étrangement à la dérive. La lutte constante qui avait défini mon existence depuis l'université avait soudainement disparu, la nécessité de travailler 16 heures par jour, de suivre chaque dollar, de prendre chaque décision avec la survie comme considération principale, tout a disparu du jour au lendemain. À la place, il y avait un vide que je ne savais pas comment combler. Adrien l'a remarqué lors d'une de nos sessions de stratégie au siège de PrivacyGuard. « Tu sembles distraite ces derniers temps, dit-il alors que nous prenions un café après. Tout va bien avec la nouvelle maison. La maison est incroyable, répondis-je automatiquement. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle est à moi. Il m'étudia pendant un moment. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Je soupirai, reconnaissante d'avoir un ami qui me connaissait assez bien pour voir à travers la surface. Je devrais être aux anges, n'est-ce pas? J'ai tout ce pourquoi j'ai travaillé, mais parfois je me réveille dans cette maison immense et elle me semble vide. As-tu parlé de tout ça à ta famille? Demanda-t-il prudemment. Il connaissait les grandes lignes de mon arrangement, mais pas tous les détails. Je secouai la tête. Maman sait que je vais bien, mais pas les détails. Je n'ai pas parlé à mon père depuis la nuit où il m'a mise à la porte. Peut-être qu'il est temps. Pas pour lui, mais pour toi. Sa suggestion resta dans mon esprit pendant des semaines. J'ai maintenu un contact minimal avec ma mère par le biais d'appels téléphoniques occasionnels, toujours brefs et axés sur les mises à jour superficielles. Elle était au courant du succès de Shilky en termes généraux, mais pas de l'acquisition ni de ma nouvelle richesse. Je lui avais demandé de ne pas partager même ces détails limités avec mon père, bien que je soupçonnais qu'elle l'avait fait. Jason avait contacté une fois peu après qu'une publication technologique ait publié un profil mentionnant la croissance rapide de Shilky. Son message était maladroitement félicitateur, avec un courant sous-jacent de surprise qui suggérait qu'il partageait les doutes de notre père quant à mon parcours. J'avais répondu poliment mais brièvement. 3 mois après avoir emménagé à Malibu, j'ai reçu un courriel inattendu de mon père. L'objet était simplement une félicitation, Stéphanie. Je lis, ta mère m'a montré l'article sur l'acquisition de ton entreprise. Accomplissement impressionnant. J'aimerais reprendre contact lorsque tu seras de nouveau à Denver. Papa. Aucune excuse. Aucune reconnaissance de notre éloignement ou de son rôle dans celui-ci. Juste une note concise qui réussissait à être à la fois félicitatrice et exigeante à la fois. Du Frank Blackwood classique. Je n'ai pas répondu immédiatement. Une partie de moi voulait l'ignorer complètement, pour lui faire ressentir une fraction du rejet qu'il m'avait infligé. Une autre partie, l'enfant blessé cherchant toujours l'approbation, voulait répondre immédiatement, détaillant chaque succès, chaque validation qui prouvait à quel point il s'était trompé. Au lieu de cela, j'ai transféré le courriel à ma thérapeute, un autre luxe que ma nouvelle richesse me permettait, avec une simple question, comment gérer ça? Le docteur Brennan m'aidait à traiter les émotions complexes entourant mes relations familiales et ma richesse soudaine. Sa réponse était réfléchie.
Considère ce que tu veux de toute reconnexion potentielle, clôture, réconciliation, justification. Sois clair sur tes objectifs avant de décider. Que voulais-je? La question m'a consumé pendant des jours. La vengeance me semblait mesquine. Une réconciliation complète semblait impossible compte tenu de la personnalité de mon père. Peut-être que la clôture était l'objectif le plus réaliste, une chance de redéfinir notre relation en des termes plus adultes maintenant que je n'étais plus financièrement ou émotionnellement dépendante de son approbation. Après mûre réflexion, j'ai répondu « Merci pour les félicitations. Je serai à Denver le mois prochain pour une conférence et je pourrai me rencontrer pour dîner. Veuillez me faire savoir si cela convient à votre emploi du temps. » Le dîner a été organisé dans un restaurant haut de gamme du centre-ville, en territoire neutre. J'ai pris l'avion pour Denver un jour plus tôt pour me préparer mentalement, m'enregistrant dans un hôtel de luxe plutôt que de rester dans ma maison d'enfance. Le message était subtil mais clair, j'étais une visiteuse maintenant, pas une fille cherchant à être réadmise dans la famille. Revoir mes parents après 3 ans a été bouleversant. Papa avait l'air plus vieux, ses cheveux maintenant complètement gris, sa posture légèrement voûtée. Maman semblait plus petite d'une certaine manière, son sourire anxieux alors qu'elle me serrait fort dans ses bras dans le hall du restaurant. Jason et Heather se sont joints à nous, ajoutant à l'atmosphère de réunion de famille qui semblait à la fois familière et totalement étrangère. « Tu as bonne mine » dit papa alors que nous nous installions, ses yeux examinant ma robe de créateur sur mesure et les indicateurs subtils de richesse que je n'avais même pas réalisé avoir adoptés, la montre chère, la posture confiante de quelqu'un qui ne craignait plus l'insécurité financière. « Merci » répondis-je. Le travail me tient occupé, mais j'aime ça. La conversation qui a suivi a été une masterclass d'évitement émotionnel. Nous avons discuté de sujets sur le menu du restaurant, la ligne d'horizon changeante de Denver, la récente promotion de Jason. Personne n'a mentionné la nuit où j'étais parti ou les années de silence qui ont suivi. Jusqu'au dessert, lorsque papa s'est raclé la gorge et a adopté le ton autoritaire dont je me souvenais des conférences de mon enfance. L'acquisition de ton entreprise a été tout un exploit. 75 millions de dollars, selon la presse économique. J'ai hoché la tête, maintenant le contact visuel. Oui, Shilky a grandi plus vite que nous ne l'avions même prévu. J'ai toujours su que tu avais ce genre de détermination, continua-t-il comme pour réécrire l'histoire. Elle vient de moi, je suppose. Cette détermination à réussir quoi qu'il arrive. Maman s'est déplacée inconfortablement. Jason s'est soudainement intéressé de très près à son gâteau au fromage. Heather a regardé entre nous avec de grands yeux. L'ancienne Stéphanie aurait laissé passer, aurait accepté ce recadrage pour maintenir la paix. Mais je n'étais plus cette personne. En fait, dis-je calmement, j'ai réussi malgré qu'on m'ait dit à plusieurs reprises que j'allais échouer, que mes idées n'étaient pas pratiques, que je gaspillais mon potentiel. L'expression de papa se crispa. J'étais dur avec toi parce que je voulais que tu sois préparé au monde réel. On dirait que ça a marché. Est-ce comme ça que tu t'en souviens, demandai-je, ma voix stable, parce que je me souviens qu'on m'a dit de sortir et de ne plus revenir. Je me souviens de n'avoir nulle part où aller et presque rien à mon nom. Je me souviens d'avoir construit mon entreprise sans filet de sécurité parce que tu l'avais retiré. La table devint silencieuse. Les yeux de maman se remplirent de larmes. Jason fixa son assiette. C'était un malentendu malheureux, dit papa d'un ton rigide. Je n'ai jamais eu l'intention. Ce n'était pas un malentendu, interrompis-je. C'était un moment déterminant. Et bien que je ne te remercie pas pour ça, je reconnais que ça m'a forcé à compter entièrement sur moi-même. Donc, d'une certaine manière, tu avais raison. J'ai tiré des leçons de ton exemple. J'ai appris exactement quel genre de parent, quel genre de personne je ne veux jamais être. Je posai ma serviette sur la table et me levai. Merci pour le dîner. Maman, je t'appelle demain. Je pense que j'ai besoin d'air. À l'extérieur du restaurant, la fraîche soirée de Denver a aidé à calmer mon cœur qui battait la chamade. Je n'avais pas prévu d'être aussi direct, mais l'entendre tenter de coopter mon succès comme une validation de son rôle de parent avait déclenché quelque chose de primordial. Mon téléphone a vibré avec un texto de Jason, il fallait du cran pour ça. Il avait besoin de l'entendre. Appelle-moi demain. Des larmes inattendues ont piqué mes yeux. Peut-être que je n'étais pas aussi seul dans ma perspective que je le pensais. De retour à Malibu, la confrontation avec mon père a déclenché une cascade de répercussions émotionnelles. J'ai vécu ma première crise de panique dans mon salon palatial,
haletant sur un canapé qui coûtait plus cher que tout mon salaire de première année chez Securing Solutions. L'ironie ne m'a pas échappé, avoir tout ce pour quoi j'avais travaillé et avoir toujours l'impression de me noyer. Le docteur Brennan m'a aidé à reconnaître que le succès financier, bien que validant, n'avait pas guéri les blessures plus profondes de l'amour conditionnel et du rejet. L'approbation de ton père était la monnaie que tu as recherchée toute ta vie, expliqua-t-elle. Maintenant, tu as une monnaie littérale au-delà de l'imagination, mais cette monnaie émotionnelle est toujours manquante. Cela crée une dissonance cognitive. Le processus de guérison n'a pas été linéaire. Il y a eu des jours où le vide de ma belle maison me semblait accablant, d'autres jours où la vue de l'océan me remplissait d'une paix et d'une gratitude sincère. Peu à peu, j'ai commencé à faire de cet espace le mien, remplaçant les meubles génériques par des pièces qui reflétaient mon goût personnel, convertissant l'une des chambres inutilisées en bureau à domicile où je pouvais travailler sur de nouvelles idées. J'ai créé la fondation Blackwood, axée sur le soutien aux jeunes femmes dans la technologie avec du mentorat et du financement de démarrage. La fondation a donné un but à ma richesse au-delà du confort personnel, me permettant de créer le système de soutien que j'aurais aimé avoir pendant ces premiers jours difficiles. 6 mois après le dîner de Denver, ma mère a visité Malibu seule. Voir sa réaction à ma maison, le bonheur sincère dans ses yeux alors qu'elle explorait chaque pièce, m'a aidé à voir mon succès sous un angle différent, non pas comme une justification contre mon père, mais comme une réalisation qui vaut la peine d'être célébrée pour elle-même. J'ai toujours cru en toi, dit-elle alors que nous étions assises sur la terrasse à regarder le coucher de soleil, même quand je ne me suis pas opposée à ton père comme j'aurais dû le faire. J'espère que tu le sais. Je sais, maman, répondis-je et fus surprise de réaliser que je le pensais. Ses échecs en tant que protectrice n'ont pas annulé son amour, aussi compliqué qu'il ait été par ses propres limitations. Elle est restée pendant une semaine, la plus longue période que nous ayons passée ensemble depuis mon départ pour l'université. Pendant ce temps, nous avons commencé à reconstruire notre relation en tant qu'adultes, pas mère-fille dépendante, mais 2 femmes avec une histoire commune et une affection sincère. Jason et moi avons également repris contact, notre relation adulte étant plus saine que la dynamique concurrentielle de notre enfance. Il est venu nous rendre visite avec Heather et leur nouveau-né, mon neveu Thomas. En tenant ce petit être humain, j'ai ressenti une détermination farouche qu'il ne vivrait jamais l'amour conditionnel qui avait façonné mon enfance. Mon père est resté distant, notre contact limité à des courriels occasionnels et à de brèves conversations téléphoniques les jours fériés. J'ai accepté qu'une relation significative ne soit peut-être jamais possible compte tenu de son incapacité à reconnaître son rôle dans notre éloignement. Cette acceptation, aussi douloureuse qu'elle soit, a apporté sa propre forme de paix. 3 ans après avoir acquis mon manoir, je ne me sentais plus comme une imposture dans ma propre vie. La maison était devenue un véritable foyer, rempli de souvenirs d'amis rassemblés autour de ma table à manger, de matins calmes à regarder les dauphins jouer au loin, de soirées tardives à travailler sur de nouvelles idées qui m'excitaient quel que soit leur potentiel de profit. J'avais trouvé un équilibre entre mon rôle chez Privacy Guard et les projets personnels qui nourrissaient mon esprit d'entreprise. J'avais construit un cercle social d'amis sincères qui connaissaient mon histoire mais ne me définissaient pas par ma richesse ou mes luttes passées. Et surtout, j'avais commencé à définir le succès selon mes propres termes, non pas comme une réfutation des critiques de mon père, mais comme une expression authentique de mes valeurs et de mes capacités. Un matin, alors que j'étais debout sur mon balcon à regarder le lever du soleil, je me suis souvenu de quelque chose que grand-maman Lilian m'avait dit il y a longtemps, le succès ne consiste pas à prouver aux autres qu'ils ont tort, Stéphanie. Il s'agit de te prouver que tu as raison. À ce moment-là, avec la première lumière du jour illuminant l'horizon sans fin, j'ai finalement compris ce qu'elle voulait dire. 5 ans se sont écoulés depuis que j'ai franchi pour la première fois les portes de mon manoir de Malibu, 5 ans depuis l'acquisition qui m'a transformé d'entrepreneur en difficulté à dirigeante riche. Le chemin parcouru depuis cette nuit douloureuse où mon père m'a mise à la porte jusqu'à l'endroit où je me tiens aujourd'hui continue de façonner tous les aspects de ma vie, bien que d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. Ma vie professionnelle a considérablement évolué après la fin de l'engagement initial de 3 ans envers Privacy Guard. Bien que l'expérience ait été précieuse, l'autonomie et la liberté créatrice de diriger ma propre entreprise me manquaient. Avec la sécurité financière nécessaire pour prendre des risques, j'ai lancé une nouvelle start-up axée sur la technologie éducative, créant une formation abordable et accessible en cybersécurité pour les écoles et les organismes sans but lucratif. EdSecure combine mon expertise technique avec une mission qui me tient profondément à cœur. Avoir grandi avec un accès limité à l'éducation technologique m'a montré à quel point ces compétences sont cruciales pour les opportunités futures. Nous fixons le prix de nos produits sur une échelle mobile,
rendant la formation en sécurité de niveau entreprise accessible aux organisations disposant de budgets limités. Après 2 ans, nous desservons plus de 5000 écoles à l'échelle nationale avec une équipe de 40 employés passionnés qui partagent ma vision. Ma relation avec Adrien reste l'un de mes partenariats professionnels les plus précieux. Bien que nous ayons suivi des chemins différents après Privacy Guard, il a lancé une société de conseil en conception UX prospère. Nous nous rencontrons encore tous les mois pour échanger des idées et nous donner des commentaires honnêtes. Sa perspective a aidé à façonner l'interface conviviale d'EdSecure, rendant les concepts de sécurité complexes accessibles aux éducateurs non techniques. Personnellement, le changement le plus inattendu est venu sous la forme de Michael Chen, que j'ai rencontré lors d'une conférence sur la technologie éducative à San Francisco. En tant que fondateur d'un organisme sans but lucratif axé sur l'apport de l'éducation STEM aux communautés mal desservies, sa passion et son intégrité m'ont immédiatement impressionné. Contrairement aux relations précédentes où mon succès ou ma richesse devenait un facteur de complication, Michael était sûr de son propre but et de ses réalisations. Notre relation s'est développée lentement, l'amitié d'abord, puis une connexion plus profonde. Il a été la première personne que j'ai ramenée à la maison et qui a fait en sorte que mon immense maison se sente de la bonne taille, la remplissant de rire et de chaleur. Après 2 ans ensemble, il a emménagé, apportant sa collection de romans de science-fiction vintage et l'habitude de préparer des déjeuners élaborés le dimanche que nous mangeons sur la terrasse quel que soit le temps. Ton succès fait partie de toi, pas tout de toi, m'a-t-il dit une fois quand je m'inquiétais du déséquilibre que nos situations financières pourraient créer. Je suis tombé amoureux de Stéphanie la personne, pas de Stéphanie la millionnaire. Le processus de guérison avec ma famille continue d'évoluer de manière complexe. Ma mère et moi avons bâti une nouvelle relation basée sur le respect mutuel plutôt que sur la dynamique dysfonctionnelle de mon enfance. Elle nous rend visite fréquemment, a développé un lien étroit avec Michael et a même recommencé à peindre, poursuivant une passion qui a été mise de côté pendant son mariage. La voir récupérer sa créativité dans sa soixantaine a été l'une de mes plus grandes joies. Jason et moi nous sommes rapprochés de façon surprenante. La dynamique concurrentielle que notre père a favorisée entre nous s'est dissoute une fois que nous avons tous les deux été libres de définir le succès selon nos propres termes. Il a fini par quitter la société d'investissement où il suivait le chemin prescrit par notre père et a démarré une entreprise de construction durable qui correspondait mieux à ses valeurs personnelles. Nos conversations sont maintenant encourageantes plutôt que comparatives, axées sur l'aide à l'autre pour prospérer plutôt que de mesurer qui est en avance. Mon père reste la relation la plus compliquée de ma vie. Après plusieurs tentatives de réconciliation tendues, nous nous sommes installés dans une connexion distante mais civile. Il ne s'est jamais excusé de m'avoir mise à la porte, j'ai accepté qu'il ne le fera probablement jamais, mais il a fait de petits gestes de reconnaissance, une coupure d'un article sur EdSecure envoyé par la poste, un courriel me félicitant pour un prix de l'industrie. Des interactions brèves et superficielles qui reconnaissent mon existence sans franchir les murs émotionnels entre nous. Noël dernier, j'ai invité toute ma famille à Malibu, ma première fois à organiser des vacances en famille. Papa a accepté, ce qui a surpris tout le monde, y compris lui-même peut-être. La visite a été maladroite à certains moments, mais a également révélé des aperçus de l'homme au-delà du patriarche sévère avec lequel j'avais grandi. En le regardant jouer avec les enfants de Jason sur la plage, j'ai vu une douceur momentanée dont j'avais rarement été témoin dans mon enfance. Votre maison est quelque chose, dit-il le dernier soir alors que nous étions debout sur le balcon après que tout le monde soit allé se coucher. Vous vous êtes bien débrouillé. Merci, répondis-je, acceptant ce qui se rapprochait le plus de l'approbation qu'il pouvait offrir. Je pense toujours que l'école de commerce aurait été un chemin plus direct, ajouta-t-il, incapable de résister à une petite critique. J'ai souri, n'étant plus blessé par son incapacité à embrasser pleinement mes choix. Peut-être, mais c'était mon chemin. Il hocha la tête, et nous restâmes en silence, regardant le clair de lune sur l'océan, non réconciliés, non guéris, mais en paix avec nos différences d'une manière qui aurait semblé impossible il y a 5 ans. L'un des aspects les plus significatifs de mon parcours a été l'occasion d'encadrer de jeunes femmes confrontées à des pressions familiales similaires concernant leur choix de carrière. Par le biais de la fondation Blackwood, j'ai travaillé avec des douzaines d'aspirantes entrepreneurs, leur fournissant non seulement du financement, mais aussi le soutien émotionnel et la validation dont j'avais manqué à leur étape. Lily Ramirez, notre première bénéficiaire de subvention, a récemment vendu son application de soins de santé à une grande entreprise de technologie médicale. Lors du dîner de célébration, elle a porté un toast qui m'a mis les larmes aux yeux. À Stéphanie, qui a cru en moi quand ma propre famille a dit que la technologie n'était pas pour les filles d'Istla. Tu n'as pas seulement financé mon entreprise.
Tu m'as montré ce qui était possible en le vivant toi-même. Ces mots ont cristallisé quelque chose que j'ai compris, notre plus grand impact ne vient souvent pas de nos réalisations directes, mais de la façon dont elles créent la possibilité dans l'esprit des autres. Le mois dernier, j'ai visité la tombe de grand-maman Lilian à Denver pour la première fois depuis ses funérailles. J'ai apporté des roses jaunes, sa préférée, et je me suis assise à côté de la simple pierre tombale pendant plus d'1 heure. Je lui ai parlé du manoir, d'Ed Secure, de Michael et de la fondation. Je l'ai remercié pour l'ordinateur qui a tout déclenché, mais plus important encore, d'avoir été la seule personne qui m'a vu clairement alors que je ne pouvais pas encore me voir moi-même. Tu avais raison, chuchotai-je avant de partir. J'ai construit quelque chose de merveilleux. Les leçons de mon parcours continuent de se révéler quotidiennement. J'ai appris que la résilience ne consiste pas seulement à survivre aux épreuves, mais à maintenir son être fondamental à travers les luttes et les succès. Que la vraie richesse ne se mesure pas en mètres carrés ou en solde bancaire, mais dans les relations qui célèbrent ton être authentique. Que parfois les personnes qui devraient le plus t'aimer échouent de manière spectaculaire, et que cela concerne leurs limitations, pas ta valeur. Plus important encore, j'ai appris que se faire dire de sortir et de ne plus revenir, bien que dévastateur sur le moment, m'a forcé à trouver mon propre chemin d'une manière que le confort n'aurait jamais fait. Le manoir n'est pas une victoire sur le rejet de mon père, c'est un témoignage de la force que j'ai trouvée lorsque ce rejet m'a poussé à compter entièrement sur moi-même. La vue de ma terrasse me coupe encore le souffle, surtout au lever du soleil lorsque tout l'océan semble illuminé de l'intérieur. Mais maintenant je comprends que la paix que je ressens en regardant ces levers de soleil ne vient pas de ce que je possède, mais de ce que je suis devenu, quelqu'un qui croit enfin en sa propre valeur, indépendamment de la validation ou des critiques extérieures. S'il y a un message que je pourrais partager avec quiconque fait face à un rejet ou à des blessures familiales similaires aux miennes, c'est celui-ci: les personnes qui ne peuvent pas voir ta valeur ne déterminent pas ta valeur. Leurs limitations ne sont pas ton destin. Le chemin à suivre peut être plus difficile sans leur soutien, mais la force que tu développeras en comptant sur toi-même te mènera plus loin que leur approbation ne le pourrait jamais. La vie contiendra toujours à la fois de la douleur et de la beauté. La vraie résilience ne consiste pas à éviter la douleur, il s'agit d'apprendre à construire une vie significative qui englobe les deux, en utilisant même les blessures les plus profondes comme pierre de fondation pour quelque chose d'authentique et de délibéré. As-tu déjà vécu un rejet qui t'a finalement poussé vers quelque chose de mieux, ou as-tu trouvé en toi une force dont tu ignorais l'existence jusqu'à ce que les circonstances t'obligent à la trouver? Partage ton histoire dans les commentaires ci-dessous. Nos voyages collectifs de résilience peuvent inspirer d'autres personnes qui pourraient être dans cette phase douloureuse de mise à la porte en ce moment. N'oublie pas d'aimer cette vidéo, de t'abonner à ma chaîne pour plus d'histoires de transformation, et de partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que ces luttes actuelles pourraient être les fondations d'une force future. Merci d'avoir écouté mon histoire, et souviens-toi, parfois, la porte qui se ferme derrière toi ouvre la voie à une vue que tu n'aurais jamais imaginée possible. Merci d'avoir regardé. Prends soin de toi. Bonne chance.